Ça me donne envie de changer le monde, en fait. Et puis moi, j'ai envie de changer le monde, j'ai 17 ans. Je pense qu'elle appartient aussi à des déracinés, cette énergie. J'ai tellement foi en eux que j'ai pas besoin de croire en moi. Émerger, c'est émerger dans un marché, en fait. On appelle ça des majors, ça fait bien. Ils ont trouvé ce mot pour dire que c'est pas 3 entreprises du CAC 40 avec des multinationales. La culture, c'est pas une marchandise comme les autres. Quand tu précarises un secteur, il va pas mieux, en fait. Parce que tu vois cette expression-là, nul n'est irremplaçable, etc. Moi, je crois qu'elle est destructrice au possible. J'ai été accompagnée par ce collectif pour monter ce qu'on appelle une conférence gesticulée. Faire du lien entre la grande histoire et la petite histoire. Et cette histoire personnelle, c'est incroyable. Sarah Badguet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Pertusato. Pertusato qui se distille dans le grand alambic de la maison Mémérou. Comme c'en est la coutume, je ne vais pas te demander de te présenter trop vite, trop frontalement. Qui est Sarah Badguet? C'est précisément ce qu'on va prendre le temps de découvrir tout doucement au cours de cet échange. À ta place, il y a 1 an et demi de ça, Guillaume Faburel, qui nous expliquait que la métropolisation du monde n'avait aucun sens. Concentrer des pouvoirs politiques, des pouvoirs énergétiques, toute cette énergie donc autour de métropoles toujours plus grandes, c'était précisément un des gros problèmes du néolibéralisme, cette volonté de toujours tout concentrer. Est-ce que toi, dans l'usage de ton travail quotidien, tu ressens cette folie-là, cet excès ? Bon, déjà, merci de m'inviter et d'avoir ce temps d'échange. Moi, je ne suis pas très forte pour discuter de la marche du monde dans une forme d'abstraction avec un propos assez global. Je ne me sens pas légitime pour parler de ça. Ce que je peux dire, c'est que la ville, pour moi, c'est une source d'inspiration. C'est un endroit où je me sens bien. C'est un endroit où il y a des gens très différents les uns des autres. Et c'est un endroit de l'anonymat, mais aussi des rencontres improbables. Et que cet espace urbain de concentration de plein de populations qui viennent de partout, c'est aussi quelque chose de riche, quoi. Alors certainement que c'est pas tout à fait soutenable, ça l'est même peut-être pas du tout pour la planète et pour une manière plus apaisée de voir le monde, mais je trouve que c'est aussi quelque chose à valoriser. Ce melting pot en fait de classe, d'origine qui existe dans nos villes. C'est principalement lui ce qui pointe comme difficulté, c'est que c'est au détriment des territoires. C'est-à-dire qu'en fait, plus rien ne se partage à grande échelle et sur des grands territoires, mais que tout se passe toujours au même endroit, donc toujours dans ces mégapoles. La question, c'est est-ce que qu'il y ait effectivement des espaces urbains assez denses est une chose, qu'on arrive à maintenant des mégapoles qui passent des centaines de millions d'individus, c'était ça, il s'interrogeait sur cette espèce de folie de toujours vouloir concentrer tout sur très peu d'espace, très peu voilà, sur des territoires très petits, c'était ça sa question. Bon, la question est ouverte et apparemment elle ne sera pas tranchée aujourd'hui. Tu commences comment cette aventure dans le monde de la pop ? Par une rencontre. Alors, ça fait hyper bateau de raconter ça comme ça. Mais en tout cas, moi, j'ai pas des parents qui travaillent ni dans la musique, ni dans la culture. Mais plutôt, je commence par aimer danser, en fait. Voilà. Moi, j'aime danser plutôt dans ma famille. En fait, je vais avec ma mère dans des mariages arabes, puisqu'elle est d'origine algérienne. Elle est issue d'une fratrie de 9 enfants, c'est la 8e, et c'est la première à être née en France. Donc mon grand-père et ma grand-mère maternelle, Mohamed et Fatima, sont algériens. Et il se trouve qu'il y a des mariages, et dans ces mariages,
on danse et on danse sur de la musique avec du coup des rapports à la musique assez variés. Moi je sais pas ce que c'est vraiment de la pop à l'époque, hein. Je suis gamine et j'écoute du raï, de la musique donc plutôt le raï qui vient de l'ouest algérien. J'écoute dans ces mariages de la musique Staifi de Sétif, de la musique kabyle, mais aussi toute une pop afro-américaine de Michael Jackson en passant par Stevie Wonder. Et c'est des moments de joie en fait. C'est des moments d'union où finalement, malgré les difficultés que chacun peut vivre, dans cette fête, il y a une forme de suspension et d'énergie un peu folle et exceptionnelle. Et je crois que c'est ce qui me marque enfant, en fait. C'est l'union et la joie qu'on peut ressentir, et l'humour, bien sûr. La drôlerie de ce que permet la fête avec de l'alcool, plus ou moins caché, parfois pas du tout, parfois quand même derrière, à l'arrière d'une voiture, juste à côté de la salle des fêtes. Tout le monde sait, hein, tout le monde sait qu'on va se charger là-bas, mais par respect pour les anciens, on évite de boire de l'alcool à cet endroit-là. Donc je pense que c'est ce rapport à la fête en fait qui me touche, et ce rapport au corps qui me touche dans ces expériences-là. Et puis, je vais à un concert, j'ai 17 ans, et je rencontre les artistes d'Antiquarks. Et c'est une sorte de coup de cœur sur scène. Je trouve à cet endroit-là une musique qui mélange toutes les musiques que j'aime, mais avec une composition. Ça mélange du jazz, de la funk, de la musique arabe, de la musique créole, la musique d'Afrique de l'Ouest que je connais pas spécialement, mais qui me parle parce que ça me parle aussi au corps et aux émotions. Voilà. Et c'est cette rencontre-là il se trouve que je vais voir les Icos après le concert. Je discute avec eux. Ils sont sympas. Moi, je suis très impressionnée quand même. On sort de 3 blagues et je leur dis, mais vraiment, c'est ce que vous proposez là, finalement, ça me donne envie de changer le monde, en fait. Et puis moi, j'ai envie de changer le monde, j'ai 17 ans. Et je suis sûre que ça va mieux se passer par la suite, que toutes les difficultés, j'ai dans ma famille des gens qui sont aussi avec un peu de rancœur, avec des expériences de bataille d'échecs en fait, parce qu'on est en 2004, 2005, et voilà. Et je leur dis, moi je vais vous filer un coup de main en fait. Je vais vous filer un coup de main. Alors ils me disent ok, pourquoi pas, et je dis mais comment on fait en fait, et ils me disent écoute, faut passer des coups de fil, dire que ce que tu as ressenti pendant le concert, c'est partageable à plein de gens, et tu peux le faire. Alors je réfléchis un peu, je leur dis ok, mais il faut que je passe mon bac parce que j'ai 17 ans à l'époque, et donc je leur dis attendez, je passe mon bac et je vous file un coup de main. Et il se trouve que j'ai une année scolaire assez compliquée. Je fais plus de 300 heures d'absence. Je suis partie de chez mon père parce qu'il était violent et puis il n'est pas très content. Du coup, il me coupe les vivres. Donc j'apprends durant cette année-là, grâce à une coloc improbable, à vivre toute seule. Et du coup, je fréquente le lycée plutôt pour... plutôt pour aller manger au self à midi, parce que j'ai pas trop de thunes, donc j'essaye de me glisser sans me faire repérer par les pions, tu vois, pour aller accéder au self. Puis des fois, quand j'ai trop honte, j'y vais pas en fait, ou j'arrive pas à me lever, comme beaucoup d'ados, hein. Et voilà. Et je passe mon bac, j'arrive à avoir mon bac. Alors le bac, c'est comment dire, c'est pas une étape en fait quand tu viens d'un milieu social d'une classe moyenne. Finalement, le bac, on dit même que c'est pas grand chose, quoi. Qu'en fait, c'est les petites formalités. Une formalité, voilà. Mais pour moi, ça l'était pas du tout. Et du coup, j'ai eu mon bac, et à partir de là, je leur ai filé un coup de main. Et puis ça a fait 20 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Mais tu avais ce sentiment que voilà, tu allais sauver le monde carrément. En même temps, tu allais aider ta famille dans ses souffrances. Toi, tu allais te révéler complètement. Tu avais déjà l'impression que ça allait être tout ça en même temps? Tu le sais avant de commencer, ou c'est maintenant que tu le racontes? Franchement, je ne sais pas ce que je sais en fait à ce moment-là. Il y a juste, je pense, une énergie... une grosse énergie en fait, une énergie d'en découdre avec tout, une sorte d'assurance. Moi, mes parents, ils ont
ils ont essayé, comment dire, mon père c'est un peu 68 art, hein. Enfin il a fait 68, il avait 20 ans, donc on a toujours discuté, en fait, ils ont toujours discuté de politique à la maison. Mais voire même au point de pas vraiment savoir s'adresser à des enfants. Et donc, il se trouve que gamine, pour pouvoir être en lien avec mon père particulièrement, bah, il fallait discutailler, quoi. Fallait argumenter, fallait une famille de gauche, quoi, on va dire, tu vois. Et donc, je pense qu'un des trucs culturels dans ma famille, ça a été de discuter l'ordre établi. Ça, c'était presque une nécessité, en fait, pour faire sa place dans cette famille. Parce que du coup, bah, voilà, ma mère est d'origine algérienne et mon père, il est moitié polonais, moitié alsacien. J'ai une grand-mère qui est née à Cracovie et qui est arrivée en France en 1927-1928 pour fuir les pogroms. Elle était juive et elle a laissé à Cracovie sa maman et ses 3 frères, et elle est venue en France avec son père et 3 autres de ses frères. Et donc il y a une culture, si tu veux, très différente en fait entre mon père et ma mère dans les familles, et cette culture du débat, et en tout cas de la discutation, quoi, je sais pas le mot employé, elle a été très 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 forte. Il n'y avait pas d'évidence. Non, il n'y avait pas d'évidence. Il n'y avait pas d'évidence quand tu te déplaçais d'une famille à l'autre. Il n'y avait pas d'évidence dans les goûts culinaires. Il n'y avait pas d'évidence dans la manière de manger, parce que du coup, moi, mon père vient plutôt quand même d'un milieu social aisé, même si il y a cette immigration qui fait, on parle de migrants aujourd'hui, en tout cas cet exil. Des deux côtés, par contre, il y a cette culture de l'exil, du déracinement aux deux endroits de la famille. Mais voilà, je me souviens d'être critiquée dans la famille de mon père parce que quand on mange pas la bouche ouverte, et de l'autre côté de dire que je suis un peu trop comment dire, coincée, tu vois, guindée de l'autre côté. Donc finalement il n'y avait pas d'évidence, et ça fait une culture métissée, ça fait une culture à la fois tiraillée, avec des souffrances mais aussi beaucoup de richesses et une capacité à passer d'un milieu à l'autre, à traverser des expériences et à être ouvert, en fait. Je pense à voir aussi qu'il y avait beaucoup de détestation, en fait, entre les familles aussi, beaucoup de critiques, et que du coup la vérité était ailleurs. En tout cas, que c'est pas possible de se ranger d'un côté ou de l'autre, quoi. Ça explique que... Donc à ce moment-là, oui, tu veux changer le monde, je comprends, tu as plein de choses à te prouver, tu as plein de choses à vivre, tu as plein de choses à découvrir, en fait, et ça se passe, enfin, je vois bien la fascination d'un concert, évidemment, on a tous vécu ça. Je me doute bien que pour une toute jeune femme, rentrer dans ce monde, parler avec des musiciens qui sont déjà peut-être un peu plus connus et tout, c'est complètement fabuleux, mais à un moment donné, tu te mets au boulot quand même pour de vrai. Ouais. Et c'est là peut-être que ça devient plus compliqué. Ouais, c'est vrai. J'imagine. Bah ouais, en fait, c'est l'expérience du désenchantement du monde. Je crois qu'en fait, alors il paraît que c'est ça qui fait devenir adulte. Je suis pas sûre, parce que du coup, ces questions de désenchantement, ou en tout cas de déception, c'est aussi quel support, quelle capacité à pas lâcher, en fait, et à se dire que même si... T'as une énergie folle. Ouais, une énergie, je pense, un peu disproportionnée, voire même elle me dépasse, tu vois. Elle me dépasse. Mais il faut peut-être ça pour faire ce que tu fais aussi. Ouais, et puis je suis... Parce que quelqu'un de raisonnable ne s'en tire pas, à mon avis. Mais je pense que quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui peut rentrer chez ses parents et être, comment dire, préservé, quelqu'un qui a une forme de socle, de support affectif, quelqu'un qui ne se sent pas complètement apatride de tout, moins la rage, quoi. Et donc, je pense qu'elle appartient aussi à des déracinés, cette énergie de à la fois une forme de folie et en même temps une détermination qui est presque qui est démesurée, dans le sens où même elle est dans une forme, moi j'ai même encore une forme de colère, ou en tout cas de pas savoir vraiment où sont les limites, voire même où sont pas les limites, ne pas connaître, tu vois, les limites de la bienséance. Ouais, il me faut encore beaucoup de temps de dire c'est là où c'est le moment où on se tait, en fait, et on dit pas les choses, et
et en même temps en étant aussi extrêmement fragile et très impressionnée par plein de figures, par plein de situations sociales, mais avec cette envie de faire bouger les choses, en fait. C'est peut-être le bon dosage, en fait. Moi, je sais pas. Entre une normalité qui ne bouge plus, et on est quand même... Enfin, ce monde néolibéral est quand même... s'appuie quand même sur des manches à air, hein, des gens qui sont toujours dans le même sens et qui vont dans le sens du monde. Si t'es trop barré, tu n'existes pas et t'es pas assimilable. On a l'impression que t'es encore assimilable, mais t'es quand même pas facile à dompter, et que ça fait une sorte de bête comme ça, un peu sauvage et un peu fabuleuse quand même dans l'énergie qu'elle y met, dans tout ce qu'elle a envie de combattre. Et c'est peut-être, ouais, je me dis, un dosage assez judicieux. Ça se passe comment le début du boulot, du vrai travail? Juste, je reviens à ce que tu dis juste sur ces questions d'énergie. Je pense qu'il y a beaucoup d'inconscience. Et, sûr, oui. Et je pense que c'est une des choses assez jolies avec la jeunesse, c'est l'inconscience. C'est ce que si on savait... Rassure, j'ai 63 ans, je suis toujours aussi fou. Oui. Mais bon. Et ça pose la question de comment on la préserve, comment on préserve cette inconscience sans se cramer, sans être complètement... sans avoir de ressentiment, en fait. Je ne sais pas si tu connais cette chanson d'Alain Leprest, Nu. Nu, j'ai vécu nu, naufragé de naissance, sur l'île de ma enfance dont nul n'est revenu. J'ai l'impression qu'on ne revient pas de ça. Et moi, je le dis pour moi, hein, et quand je t'écoute, je vois bien ce miroir, c'est très dur de revenir de ça. Et je pense que tu gardes cette instabilité, cette fragilité, cette envie aussi d'autre chose. Et quand tu dis sauver le monde, c'est une image, mais il y a quand même quelque chose comme de fort qui est là-dedans. Qu'est-ce que tu appelles revenir? Ce serait quoi revenir de ça? S'apaiser de ça, de penser qu'on peut passer au-delà d'eux. Et j'ai l'impression qu'on passe jamais au-delà de ça. On vit avec. Mais c'est Wally qui dit on ne pardonne jamais à ses parents que pour sauver sa peau. Il y a quelque chose de ça qui on sent dans ta détermination. Je lâcherai jamais, quoi qu'il arrive. Je pense qu'il y a le risque de mort. En fait, il y a le risque de s'éteindre et de pas du tout savoir comment faire autrement. Tu en fais quelque chose de ce mal-être. Et t'en fais quelque chose de concret, de vivant et d'accroché au monde. Et c'est ça. Pour ça que je dis, c'est peut-être le bon endroit. T'es peut-être au bon endroit, juste où il faut pour tout casser sans couper le lien en fait au monde et de rester accroché à lui et de le forcer à bouger avec toi et toi avec lui. Mais enfin voilà, je trouve que c'est une posture qui est sûrement en grande partie inconsciente, mais c'est quand même une posture désirable pour le monde qui ait encore des gens comme ça. Alors tu commences à bosser comment concrètement? Parce que j'imagine que là, ça va pas être je commence à bosser comment? Déjà, je pense pas que ce soit un travail. Je pense que du coup, il y a une incompréhension totale de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est travailler. Pourtant, j'ai vécu, gagner de l'argent. Je comprends ce que ça veut dire, hein, parce que j'en ai besoin. Tu vois, je dois vivre avec... peut-être 300-400 balles par mois, donc ça fait peu, quoi. Et en même temps, il y a aussi cette force-là qui fait que bah ouais, tu te débrouilles, quoi. Et alors le boulot, en fait, moi j'ai de la chance, c'est que je rencontre un collectif de travail, en fait. Je rencontre ces artistes et on se dit comment on fait pour être des stars interplanétaires. Et puis avec, je pense aussi en étant empreinte de ce discours libéral que quand tu veux, tu peux, que avec des efforts, du travail, tu vas mériter une forme de succès. Et moi, en fait, je pense que à ce moment-là, j'ai tellement foi en eux que j'ai pas besoin de croire en moi. En fait, je suis absolument sûre que le message, la maturité musicale et leur vision du monde, elle est juste, quoi. Puisqu'à l'époque, donc il y a Richard Monségu, batteur, chanteur, qui a une expérience extraordinaire anthropologique, puisqu'il a appris la musique avec des gitans, des arabes, des créoles. Richard, que tu as reçu sur la chaîne. On nous parlait de Bourdieu à l'époque. Et voilà. Et donc en plus se cumuler avec... Ce qui est étrange pour un musicien. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours. Et donc avec cette culture aussi intellectuelle qui
aussi me permet de répondre à certaines questions. Et donc, c'est un interlocuteur assez intéressant. Et puis, Sébastien qui, lui, est enfant des musiques trad, qui, lui, est enfant de musicien et qui s'intéresse aux musiques africaines également. Et avec, du coup, je découvre un univers de bal folk, de musique trad française dont j'avais même pas idée. Moi, la bourrée auvergnate, la musique bretonne, la vielle à roue ou les chants polyphoniques corses. Ah ouais, alors c'était moins sa culture, tu vois, puisqu'il était vielliste. Et puis, tu vois, en fait, un truc incroyable quand tu commences à vendre des dates et du coup, tu vas sur des expériences de tournée, quoi. Et en fait, des tournées, c'est rentrer dans des mondes. Ma première expérience de bal folk, j'ai trouvé ça incroyable. Des gens qui se tiennent la main et qui dansent sur une musique qui est hyper exotique, en fait. Pour moi, c'est la découverte du monde, quoi. Et ben voilà, je bosse de chez moi, je passe des coups de fil et ce qu'ils me disent, c'est qu'en fait, il faut passer des coups de fil, dire à des salles de spectacle et des tenanciers de caves cons ou de lieux, et ben qu'ils sont là, qu'ils existent et que le plus simple à faire, c'est d'être même payé pour avoir du coup un concert, que les gens achètent leur billet et qu'avec ça, on va pouvoir faire passer un message de manière douce, de manière festive, mais que c'est ça qui va fonctionner. Et donc, il y a à la fois les premières expériences très pragmatiques, de se retrouver, d'oser appeler le monde des adultes, parce qu'il y a ce truc-là, et puis de se faire accrocher au nez, de se dire que c'est pas grave, on rappelle, mais qu'avec une blague, ça peut passer, vraiment porté par cette foi, et enfin alors je parle de foi, tu vois, de croyance en fait, d'illusion, d'investissement, voilà. Et en fait, je commence à comprendre ce que c'est un monde professionnel, avec ses hiérarchies, avec des gens qui sont du métier. Et du coup, être du métier, ça veut dire avoir une connaissance, des codes, et puis qui me rappelle qu'il y a un monde qui existe et que c'est pas que c'est structuré, que ça a une histoire, qu'il y a un ministère de la culture, qu'il y a des multinationales, des majors, une industrie musicale, qu'est-ce que c'est, qu'il y a de l'argent en jeu, qu'il y a des intérêts financiers et que en fait, même si quand tu veux, tu peux, alors il y a aussi des tremplins, des dispositifs d'émergence, j'apprends le grand terme qui va ensuite me paraître incroyablement désuet, voire même totalement enfermant de ce qu'est l'émergence. En fait, émerger, c'est quoi? Émerger, c'est émerger dans un marché, en fait. Et c'est simplement faire sortir du lot des projets artistiques qui finalement seront des produits et qui sont vendables, achetables et appréciables par le public. Et aussi, quand même, du public, des gens normaux qui partagent cette émotion. Et puis j'apprends, en étant sur les tournées, des gens, parce que je tiens le merch, tu vois, donc je vends des CD à la fin, mais donc du coup, le merch et le merchandising. Le merchandising, les CD et tout, parce qu'à l'époque, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Oui, pardon, tout à fait. Excusez-moi du coup si je jargonne, mais tu seras là pour me... Et donc, qui me disent, mais t'es qui? T'es une fan, tu vois, et donc aussi tout ce rapport au loisir, en fait, et finalement, au fait que ce soit pas un métier. Et donc, je me définis pendant plusieurs années comme bénévole enthousiaste, en fait, et avec un rapport très dénié à l'argent, alors même que j'en ai pas forcément, quoi. Mais le sujet n'est pas là, en fait. Voilà. Et je vois aussi des instances, des structures, des institutions qui sont des syndicats, des conventions collectives, en fait, des choses qui régissent et qui font qu'il y a une histoire finalement dans ce secteur, en plus très particulier, puisque la France a une histoire particulière avec ses artistes, quoi. Tu apprends sur le tas tout? Ou est-ce qu'à un moment donné, quand même, tu dis, bon, là, il faut que je m'arrête, il faut quand même que je sois formé, parce que bon, ça ne suffit pas d'être passionné par Antiquarks. Ouais. À un moment donné, il faut y aller, quoi. C'est vrai. Et tu vas apprendre ou que sur le tas? Ouais. Non, j'apprends avec plein de choses. D'abord, il se trouve que moi, je suis du coup une génération où on a Google. Alors bon, c'est GAFAM, tout ça. Mais la première fois que je vois un concert, on me dit, tu me fais une proposition de contrat. Mais oui, pas de problème. J'ai bien aucune idée de qu'est-ce qu'il y a
a dans un contrat. Donc je vais chercher sur Internet contrat de vente de spectacle, j'en imprime 15, je les imprime tous, je compare, je passe la nuit à comparer les articles et les différents articles, je comprends que celui-ci me plaît bien, que celui-ci il a l'air un peu bizarre, que celui-ci voilà. Et puis je fais une proposition de contrat hyper fière à 8h du mat en ayant passé une nuit blanche. Donc j'apprends beaucoup de choses comme ça. Et en fait, à chaque fois qu'on me dit des mots que je comprends pas, bien sûr, je fais semblant de les comprendre. Ça, j'ai compris que ce qui développera et accentuera certainement un syndrome de l'imposteur, tu vois, plus le genre qui nous aide bien à pas se sentir légitime. Et je vais me former grâce à un truc qui s'appelle la formation professionnelle continue, puisque du coup, j'arrive à, du coup, à l'époque, il y a l'IRMA, il y a différents, donc je fais des modules où là, en fait, on me délivre des 2 jours sur les contrats, sur des questions fiscales, sur voilà. Et puis, je m'inscris aussi à une formation qui s'appelle administrateur d'une entreprise culturelle, qui est à Lyon. Ça dure 3 mois, que je redouble, parce qu'en même temps, Antiquarks va être repéré dans le cadre de tremplins. Donc, ils sont lauréats des tremplins des musiques du monde à l'époque, organisés par l'Auditorium de Lyon, puis Bourges, puis voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des coups de fil, il faut travailler en même temps que gagner des sous, en même temps que apprendre tout ça. Donc voilà, je suis pas, je la fais pas en une seule session, je redouble, mais j'apprends et je comprends aussi que ce que c'est de gérer une boîte en fait. Et puis on est avec différents partenaires, comment dire, des gens qui nous approchent en nous disant mais moi je veux bien faire tourner, donc ça s'appelle un tourneur, c'est des gens qui vont faire organiser ce qu'on appelle du booking ou de la diffusion, donc appeler des salles de concert. Je vais trouver un label aussi pour la musique enregistrée, je vais trouver différentes personnes et je me rends compte que mon boulot c'est finalement d'orchestrer tout ça pour que tout tombe à peu près dans les mêmes timings, parce qu'en fait dans chaque boîte, ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a une logique d'entreprise en fait, que le booker il va avoir plein d'artistes, un catalogue d'artistes qu'il va vendre et qu'il va placer, voilà. Et à ce moment-là, on se dit, je regarde un peu ce qui se passe et je suis assez intéressée par... il y a une inspiration du côté des paysans, en fait. Et de dire, ah ouais, en fait, eux, il y a cette question des coopératives, ou en tout cas cette question d'être propriétaire de ses moyens de production. Et qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire de ses moyens de production ? En fait, moi, ce que j'y vois à ce moment-là, c'est juste de la liberté, la capacité de choisir, de s'autodéterminer, de faire ce qu'on veut. Et donc, je n'avais pas forcément anticipé la solitude, l'absence de moyens financiers, les précarités dans lesquelles ça va nous mettre. Mais du coup, je dis aux gars, si franchement, on est trop fort, toujours avec beaucoup d'humilité, on est trop fort, on n'a qu'à monter notre propre structure et puis tout faire nous-mêmes. Franchement, on arrive à faire des trucs, mais moi, je trouve qu'on peut le faire mieux que les autres, quoi. Et donc, il se trouve qu'on avait une asso qu'ils avaient montée eux-mêmes, qui s'appelait Coin Coin Production. Donc, c'est une sorte de blague, ça s'appelle Coin Coin. Et c'est destiné juste à recueillir ce qu'on appelle, ce qu'on appelait à l'époque des souscriptions. Aujourd'hui, on parle de crowdfunding. Et simplement, c'était des préachats où on demande au public d'acheter, de précommander l'album pour pouvoir payer l'enregistrement, etc. Et donc, je prends ce truc-là. Et puis, il y a des histoires d'emplois aidés à l'époque. Et je me rends compte qu'il y a moyen, avec des emplois aidés, parce que j'ai moins 26 ans, j'ai 19 ans à l'époque, que du coup, c'est un statut associatif et que je peux avoir des aides à l'emploi, ce qui fait que plutôt que l'heure coûte de travail un taux plein, en fait, il y a une aide de l'État là-dessus. Donc, je dis, voilà, moi, je peux m'embaucher comme ça. C'est d'ailleurs ce qui va me permettre d'accéder à la formation professionnelle continue. Et si je parle de ça, c'est que ces solidarités, en fait, qui ont été conquises de haute lutte par les travailleurs depuis des dizaines d'années, voire un siècle, et même plus, en fait, elles vont m'aider à avoir des connaissances, à bénéficier de ces systèmes de solidarité et un rapport aussi de l'État à la culture qui dit que la culture, c'est pas une marchandise comme les autres. Et comme c'est pas une marchandise comme les autres, il y a des aides finalement pour à la fois l'emploi des personnels artistiques. Enfin, voilà, il va y avoir tout un système qui vont permettre de survivre de manière un peu moins fragile dans ce monde de la culture. Je me rappelle plus de la question initiale. Non, c'est pas grave du tout. Non, ce qui est complètement étonnant, c'est donc tu nous dis, tu as 19 ans là. Ouais. T'as pas peur ? Pas du tout.
Ouais. La peur, ça arrive après. Moi, je pense que la peur, ça arrive... la conscience du danger arrive un peu après, en fait. Parce que c'est formidable, là, ton énergie. C'est un caterpillar. Ouais, je fais beaucoup de conneries. Hein, oui, bien sûr. Je m'en prends vraiment plein la gueule à plein d'endroits. J'espère, mais enfin, oui, tu doutes pas, quoi. Non, je doute pas. Tu pousses tout, là. Je doute pas, je trouve des gens qui nous encouragent, et puis, en fait, je suis sûre qu'on a raison, quoi. Donc il y a cette conviction un peu extrême d'être sûr qu'on a raison. Après, comment dire, il y a des expériences, de désenchantement qui, elles, sont lourdes. Peut-être juste un truc, comment dire, ce qui me permet d'en parler aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai une forme de politisation familiale, on va dire, comment dire, de feeling contre l'ordre établi de base, tu vois, et d'être tiraillée par différentes forces, mais j'ai pas la question de la politisation, en fait, elle est assez récente, et elle a trouvé sa forme dans une expérience que j'ai faite il y a 1 an, grâce à un collectif qui s'appelle L'Ardeur, qui a été monté. Alors on connaît surtout la figure de Franck Lepage, qui est la star du collectif, mais c'est tout un collectif, et j'ai été accompagnée par ce collectif pour monter ce qu'on appelle une conférence gesticulée. Une conférence gesticulée, c'est un acte d'éducation populaire qui te permet, qui que tu sois, d'où que tu viennes, finalement de faire un travail à la fois introspectif, mais pas de l'ordre de la psychologie ou du développement personnel, même si ça va travailler, mais qui est de porter une parole politique, en fait, à la fois sur son regard, sur son histoire, et de porter un regard politique, quoi. Et moi, je me suis dit que c'était... En fait, je me suis dit, là, j'étais arrivée à un moment dans ma vie où je n'y voyais plus beaucoup de sens, il fallait faire autre chose, et je me suis dit, bon, bah, soit je reprends les études, tu vois, ça fait 19-20 ans que je travaille, soit je reprends les études, soit, en fait, même à la base, pour tout te dire, j'avais prévu de faire un stage de communication non violente, parce qu'en me disant, je suis trop énervée là, je suis trop énervée, tout m'est insupportable, et en fait, la colère fait que tu loupes... que je me mets en conflit beaucoup, en conflit aussi avec des équipes, en conflit avec des partenaires professionnels, tout devenait inacceptable, et où finalement la colère commençait à devenir une forme de rage, et en fait cette rage, le problème c'est qu'elle était et qu'elle est dans les mauvais jours aussi envers moi-même, quoi, tu vois, avec quelque chose qui t'emporte dans des endroits de désespoir qui sont pas utiles, et qui, en tout cas, qui sont pas utiles à soi. Voilà. Donc, une sorte de mur. Et donc, je vais sur Internet, communication non violente, tu vois, je me dis, c'est peut-être pas mal. Et il se trouve que dans mes navigations Internet, le même jour, je tombe sur ces questions de conférences gesticulées, et là, je lis le manifeste de L'Ardeur qui dit que la parole, que l'optique, elle sera anticapitaliste, anti-raciste et anti-patriarcale. Et je me dis, ah bah peut-être un socle politique comme ça va m'intéresser, quoi. C'est quelle période? T'as quel âge là? Oh, c'est il n'y a pas longtemps. Oui, c'est pour ça, on en est passé de 19 ans à... Moi, j'ai 37 ans aujourd'hui, voilà, donc il y a 1 an et demi, tu vois, j'en avais 35 et demi. Et demi, c'est important. Okay. Donc, c'est quand même à peu près 15 ans de métier que tu... Ouais, c'est ça. Okay. Et peut-être juste pour dire sur la conférence gesticulée, je vous encourage tous, quoi, enfin, vraiment à faire cette expérience, c'est que la conférence gesticulée, c'est 3 choses. C'est une expérience, donc ce qu'on appelle des savoirs chauds, des apports théoriques, des savoirs froids, et un 3e fil qui est un peu, on va dire, le côté fantasque ou fantaisiste qu'on peut tous avoir, et de raconter ça en se disant que la parole, qu'on a une forme d'expertise, en fait, à notre endroit. D'expérience de vie, d'expérience de travail. Moi, j'étais et on était 9, et avec du coup Anthony, Katia et Thierry, on a été accompagnés pour mettre en forme et faire d'abord un lien entre notre petite histoire et la grande histoire. Et ce lien-là, faire du lien entre la grande histoire et la petite histoire, et cette histoire personnelle, c'est incroyable.
C'est incroyable parce que comme il y a une forme de domination extrêmement forte de la psychologie et de voir ces souffrances comme des souffrances personnelles, psychologiques, en lien avec son père et sa mère, en lien avec certes son histoire familiale, mais plutôt du côté d'un rapport très fort aux émotions, et ben en fait ça invisibilise que la situation politique, et avec un mot plutôt dans le sens pas politicienne, mais aussi vie de la cité, et son histoire, et se raccrocher à une histoire du monde, et ben on en est le fruit, quoi. Et ce lien-là, en fait, il est extrêmement libérateur. Il est libérateur, pas des souffrances, mais il rend, je crois, en tout cas moi, voilà, il m'a permis de m'inscrire dans une forme de continuité et de se sentir fils et filles, ou en tout cas de lutte et une filiation avec des mouvements sociaux qui me paraissaient franchement hyper loin et qui me paraissaient appartenir au reportage d'Arte, au cours d'histoire, quoi. Alors effectivement, j'avais cette sensibilité-là, ne serait-ce que par le fait que mon histoire personnelle et familiale, elle est traversée par des grands mouvements de l'histoire du XXe siècle, de l'Europe et de l'Afrique, quoi. Effectivement, j'ai discuté avec ma grand-mère de ce qu'était d'être cachée pendant la guerre et d'avoir... je savais pourquoi elle connaissait à peine le nom de sa mère elle-même, qu'elle n'avait même plus d'image, parce que je savais que c'était quasiment impossible de faire un arbre généalogique depuis le Moyen-Âge, tu vois, alors que du coup, j'avais bien la conscience finalement de ce côté-là et de la colonisation de l'autre côté, mais je connaissais pas bien l'histoire de la France, je ne connais pas bien l'histoire de la France, de l'Europe, et certainement pas l'histoire dont on nous a parlé, certainement pas l'histoire des mouvements sociaux. Et ça a été une découverte de comprendre que la situation qu'on vit finalement maintenant, aujourd'hui, dans un rapport quotidien, c'est aussi issu de ça, quoi. Et faire ce lien-là, c'est hyper libérateur parce que c'est pas qu'une responsabilité personnelle, et de faire du lien aussi avec des doutes ou des fragilités, quoi. Voilà, donc ça a été une révélation, et moi je pensais que j'allais parler de mon métier aux gens de mon métier. Et un des trucs qui a déplacé complètement le regard, ils m'ont dit mais tu vas pas du tout faire une conférence gesticulée pour expliquer à tes camarades responsables de festivals, de lieux ou d'institutions culturelles comment il faut penser. C'est pas ça une conférence gesticulée. Bon, je dis, ah merde, je suis déjà inscrite, j'ai payé. J'y suis, dites-moi ce que c'est, quoi. Il me dit mais en fait tu vas t'adresser aux gens, quoi, parce qu'en fait ce que tu as à dire ça peut intéresser. Ça peut intéresser, la culture ça nous appartient à tous, et en fait ça peut intéresser. Et ça en fait ça a déplacé complètement le propos, de dire ah ouais vous pensez, mais en fait oui, et en fait c'est possible. Alors cette question de la prise de parole publique déjà et politique, elle est encore extrêmement difficile. Moi je suis morte de peur très 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 fort de faire cette interview, de dire ce que j'ai à dire. J'avais l'impression que c'était hyper... Mais oui, mais tu commences... et on comprend, j'imagine que plus ou moins, on commence par ça, hein, tous. Tu commences par servir quelqu'un. C'est Anti-Quarks. Ouais. Tu dis, moi je suis là, dès que j'ai passé mon bac, je viens vous aider. Ouais. Donc mon rôle, je suis dans l'ombre et je travaille pour vous. Tout à fait. Donc on sent bien que cette conférence gesticulée, c'est dire à un moment donné, non mais je suis aussi capable de me servir moi et de me défendre moi et d'avoir ma propre histoire et d'avoir le courage d'en parler. Ouais. Donc c'est bien une prise de possession de ton destin à toi quand même. Ouais, tout à fait. Je pense d'être une forme de réincarnation, d'incorporation, d'incarnation. Au sens oui, tout à fait, et de dire j'existe dans ce monde et je me mets pas derrière les idées. C'est je pense très genré aussi, hein. Tu vois par exemple voilà, j'insiste un peu sur cette histoire de conférence gesticulée parce que ça a été un outil d'éducation populaire qui a été je pense marquant dans ma vie.
où il y a autant de gesticulants, comme on dit, et de gesticulantes. Et en fait, ils nous proposent à tous de les mettre sur Internet, en disant que voilà, ça me permet aussi, sans forcément venir ou fréquenter un lieu qui propose des confs gesticulés, de pouvoir les voir. Et en fait, il y a 80% sur Internet de conférences gesticulées faites par des hommes et 20% de femmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a du mal à assumer cette parole publique avec des éléments très objectifs. Il y a plus de cyberharcèlement sur ces questions auprès des femmes, etc. Mais ce passage, excuse-moi juste, ce passage en fait de la parole publique où il n'y a pas d'intermédiation réelle, où tu peux pas revenir si tu n'as pas été compris, où tu peux pas ajuster, ou si voilà. Moi, j'ai pas passé le pas. La conférence gesticulée aujourd'hui, elle est pas encore possible sur Internet parce que je me le sens pas, parce que j'ai peur, parce que. On est plus très loin, je te préviens, parce qu'on a enregistré nous. Ouais. Mais du coup, ça soulève ça a été comment dire, c'est un sacré challenge en fait. Oui, mais... Et pourtant, on est à l'ère des réseaux sociaux, d'Instagram, des influenceurs, des prises de parole et une cacophonie des prises de parole qui est énorme, quoi. Oui. Je m'excuse, je vais profiter de ce que tu dis pour répondre à beaucoup de messages qu'on reçoit en disant globalement, on me dit ça comme ça, ta chaîne YouTube, c'est pour les hommes. Et tu ne reçois que des hommes. Alors croyez, je veux le dire, j'en suis navré, que globalement, j'envoie 5 fois plus d'invitations à des femmes qu'à des hommes. Et très régulièrement, j'ai des femmes qui disent non, mais j'ai rien à dire ou je ne suis pas à la hauteur. Juste des femmes qui sont docteurs en sciences politiques, qui sont à la Sorbonne ou ailleurs, enfin vraiment des gens extrêmement brillants qui disent non, mais j'ai rien à dire. Et en gros, je reçois des messages d'hommes assez régulièrement en disant c'est super ce que tu fais, je viendrai volontiers. Et donc on a décidé pour 2025 d'envoyer 10 fois plus de demandes d'interviews à des femmes qu'à des hommes. C'est quand même absolument incroyable comme les femmes n'osent pas en fait prendre la parole, ne pensent pas qu'elles aient quelque chose à dire qui intéresse tout le monde. Et là, on sent bien que derrière un patriarcat qui a fait un boulot de matraquage impensé, mais évidemment, c'est impensé. Je ne pense pas que les pères de famille se disent « je veux ça pour ma fille », mais enfin, in fine, c'est comme ça que ça se passe. Et je voulais le dire et ça répond complètement à ce que tu es en train de dire, toi. Et puis, je pense que du coup, ce qui est intéressant, notamment avec l'approche intersectionnelle, tu vois, c'est de me dire, moi, pourquoi cette question de la parole publique, elle est aussi effrayante, parce qu'en fait, les effets de domination, ils se traduisent par la peur, quoi. Tout simplement. C'est un sentiment qui est en plus très, très, qu'on a l'impression qui est très personnel. Moi, j'ai pas fait d'études. Donc, mais toi, tu cumules. T'as pas d'études, t'es une femme et t'es pas complètement dans la suprématie blanche, c'est quand même c'est un peu particulier, la peau est un peu mate, enfin l'histoire. Et donc tu cumules évidemment. Et tu rajoutes à ça que moi dans le champ du spectacle vivant et des musiques actuelles, moi je suis productrice donc je vends quoi. Je vends et donc du coup oui, on est aussi sur un rapport d'acheteur et de vendeur et donc moi je dirige une asso. Alors certes, on est 10 aujourd'hui, il y a une équipe, on a développé, on fait des tournées en France, à l'international, on travaille dans des quartiers populaires dans toute la France, on monte des projets ambitieux, on a un festival, on a un centre de formation, donc il y a plein de choses. On pourrait dire que du coup, je suis pas tout en bas de la chaîne alimentaire, mais moi je me sens ultra fragile parce qu'en fait, je suis dans une situation où on n'a pas de conventionnement, de conventionnement avec l'État, avec de socle financier. En fait, on est à la merci aussi d'un marché d'offres et de demandes. Et donc, à cet endroit-là, je veux pas me faire d'ennemis. Tu vois, parce qu'en fait, c'est aussi ça à grandir, c'est qu'on a développé une structure, mais sur des bases précaires. Et du coup, c'est Philippe Berthelot qui a été du coup important aussi dans mon parcours, qui a été un gars assez incroyable qui a fondé le syndicat des musiques actuelles, Agisson, plein de structures en fait qui font aujourd'hui que le secteur des musiques actuelles, donc musique actuelle, juste pour dire peut-être ce que c'est un mot un peu barbare, mais qui est
une étiquette, une étriquette que je pique à Richard, à Richard Montségu, quoi. Une étriquette pour définir ce que sont la grande famille des musiques non contemporaines et non classiques, donc jazz, rock, musique trad, musique traditionnelle, musique du monde, musique électro, musique urbaine, chanson, voilà, c'est ça le grand tout secteur sauf les chants polyphoniques. Et si, les chants polyphoniques, c'est dans les musiques trad. Donc oui. Tout ce qui est en fait pop, c'est musique populaire en fait. Donc en fait, c'est les musiques populaires, on va dire, on peut même pas dire de la deuxième moitié du 20e, parce que les musiques du monde et les musiques trad sont bien plus anciennes. Mais en tout cas, les musiques populaires. Et donc, pourquoi j'en arrive au... Ça y est, je me suis perdue dans le propos. Non, on parlait des effets des risques pour les femmes, ou en tout cas pas pour les femmes justement, mais pour les gens qui n'ont pas eu la socialisation nécessaire à dire qu'on était légitime à prendre une parole publique, de s'exprimer. Et puis en plus, il faut dire ce qu'il y a. Moi, mon métier, c'est pas de lire et de faire de la recherche, donc certainement que je dis des conneries, quoi. Et accepter aussi de dire que une pensée, elle évolue. Et je pense qu'il y a aussi ça dans cette frayeur totale de prise de parole et dans ce socle d'illégitimité finalement qui est à combattre, c'est d'être doux avec soi-même et de dire en fait moi tous les gens que je vois à la télé, les influenceurs, etc., c'est quand même beaucoup de gens qui ont l'air d'être à peu près sûrs de ce qu'ils racontent, quoi. Pourtant, qu'est-ce qu'ils peuvent dire comme conneries? Ouais, mais ils le disent avec une assurance. C'est ça. Et moi, je suis quelqu'un de très naïf. Et donc, quand moi je les écoute, j'ai toujours l'impression. La presse mainstream est terrifiante, mais terrifiante. Ouais, et même les alternos, parfois, ils racontent, tu vois, on en raconte des conneries. Et comment on est doux avec le doute et comment on accepte de prendre une parole et peut-être de plus partager ses doutes, voilà. Et c'est aussi ça, parler seul pendant 1h30, qui est donc l'exercice de la conf. Ça veut dire c'est pas un débat où tu vas me dire un petit truc, tu vois, et où tu vas pouvoir réajuster, même si on te coupe la parole et que voilà. Non, là tu dois tenir un propos et une forme de cohérence et parler un peu de bouquins que t'as pas lu, quoi, parce que tu vois, c'est aussi ce que nous autorise l'éducation populaire et qui a ses effets négatifs, mais dans les effets positifs, c'est dire que en ayant lu la Distinction version BD de Pierre Bourdieu, en ayant lu des articles, en ayant été conseillé, en ayant parlé, en fait, tu es aussi capable d'intégrer, grâce à une oralité savante, de plus en plus fine, des concepts qui te servent, parce qu'avec honnêteté, tu vas essayer de les appliquer, de lire le monde ou ta propre histoire de cette manière. Et donc avec une forme d'imperfection. Une forme d'imperfection que tu vas pouvoir partager et parfois débattre. Et je pense que ça a été aussi une de ces découvertes-là. Pendant la conf gesticulée, c'est un espace de discussion politique un peu safe. Et en fait, pour tout te dire, moi j'ai suivi en même temps un accompagnement, alors avec une nana qui s'appelle Selma Sardouk et qui s'appelle une coach décoloniale. D'accord. Et en fait, je suis allée la voir parce que je suis déjà allée voir, tu vois, des psys pour essayer de résoudre mes problèmes d'insécurité affective. Et donc, on a travaillé sur mes parents, etc. Et puis, très vite, il se trouve que chez ces psys, j'avais un souci, c'est que j'étais un objet très exotique, que je sentais bien que ça les intéressait vachement quand même, cette double culture, ce métissage de classe et de race. Il y avait quelque chose d'assez... Mais j'étais une sorte d'objet exotique qui, moi, au bout d'un moment, me permettait pas d'avancer, quoi. Et je trouvais les réponses assez décevantes, insatisfaisantes, et j'en avais marre qu'on me dise de calmer ma colère. En fait, et donc cette nana, je cherchais quelqu'un pour un accompagnement plus personnel, etc. Et je suis allée la voir en lui disant, moi, je cherche quelqu'un qui me demande pas de calmer ma colère, mais qui m'aide à avoir une prise de parole politique et publique sans peur panique. Est-ce que ce serait ça mon projet thérapeutique? Elle m'a dit, ah bah oui, ça c'est un projet thérapeutique. J'ai dit, sérieux, vous êtes sûr?
Et donc, on a fait ça. On a fait ça pendant plusieurs mois. Et un des trucs que j'ai trouvé fantastique, c'est qu'on a parlé du soin. Et elle m'a expliqué qu'il y avait cette question du care, de prendre soin de soi, en fait. Et qu'en fait, cette question du soin... on parlait du self-care, donc pour aller mieux faire du sport, pour aller mieux faire un massage quand on en a les moyens, pour aller mieux aller chez le coiffeur, pour aller mieux plein de choses qui sont à soi. Et en fait, elle m'a parlé, elle m'a dit mais il y a besoin, l'être humain, on a besoin d'espaces de care collectif. Je dis ok, mais c'est quoi un espace de care collectif? Eh ben, un espace de care collectif, c'est un espace où tu es en sécurité vis-à-vis de ton identité et où tu peux être toi en fait. Et je me suis rendu compte que des espaces comme ce qu'on a vécu, parce que du coup dans la conférence gesticulée c'est 4 semaines dans une maison à la Convergence des Loutres, tu vois, qui est un lieu incroyable en Bretagne, un petit lieu, et en fait on est en stage, en immersion, et en fait on a pu discuter de politique, et discuter de politique finalement avec un socle commun et avec une forme de régulation que certains appelleront de la bienveillance, mais qui n'est pas que de la bienveillance psychologique, qui est aussi une bienveillance politique, d'espace de débat où la polémique et où la contradiction, elle est possible et où il y aura pas de dérapage, ou en tout cas les dérapages sont contrôlés. Et cette expérience du care collectif, je me suis rendu compte qu'elle était fondamentale en fait, et que c'était aussi de ça dont on avait toutes et tous besoin pour exister. Je sais pas comment dire, pour sentir être quelqu'un dans un monde et dire que t'es important de vivre, quoi. Parce que tu vois, cette expression-là, nul n'est irremplaçable, etc., moi, je crois qu'elle est destructrice au possible. En fait, on a besoin d'être indispensable et irremplaçable. Sinon, pourquoi pourquoi on est là? Ah bah, de toute façon, il y en a un autre qui pourra prendre ma place, on est trop nombreux, en plus, tu vois. Donc, cette question de pouvoir juste être importante pour le monde, et ben moi, j'ai senti ça. Ouais, il y a un salut derrière. Ouais, c'est une phrase de... Qu'est-ce qui disait ça copain de Camus. Sartre. Si je range au magasin des accessoires l'improbable salut, que reste-t-il? Tout un homme fait de tous les hommes, qui vaut tous les hommes et que vaut n'importe qui. Et on a son salut, on a quelque chose à soi, et cette quête est importante. Elle est tournée vers soi, elle est importante et on partage avec les autres. Tu parlais en disant je fais ça mais je ne suis pas légitime et j'ai pas fait forcément les études. Tu vois, on est exactement, alors tu es parfaitement au bon endroit, puisque je suis devenu journaliste à 60 ans pendant le Covid, en disant je vais pas laisser ce monde quand même nous bouffer tout le temps, je vais pas faire que le servir en travaillant, parce que sur le fond c'est ce qu'on fait. À un moment donné, on va créer cette espèce d'îlot de questionnement, de résistance, de remise en cause, et je me suis retrouvé à 60 ans comme toi, tu vois, mais parfois devant des professeurs émérites du Collège de France à dire qu'est-ce que je fais là en fait, parce que le type qui est devant moi c'est un monstre sacré. Et en fait, quand on a le courage de dire on porte son petit salut, on a envie de sa résistance, on a envie de le partager, et puis voilà, avec sincérité, et ça fonctionne en fait, ça fonctionne, et les gens l'acceptent très bien, tout le monde l'accepte très bien. Et puis je crois qu'il y a dans la parole publique masculine, excuse-moi, il y a comment dire, cette négation de l'intime, tu vois. Oui. Et c'est vrai que, tu vois, en me disant que j'allais être interviewée avec du temps et tout, enfin, tu vois, c'était... Et je me suis dit que j'allais parler de l'intime aussi, que du coup, cette parole personnelle, moi, je ne sais pas l'avoir à cet endroit-là. Tu vois, quand tu commences l'interview sur qu'est-ce que tu penses de ces métropoles, enfin, tu vois, sur un sujet aussi, et ben, d'assumer, de dire, en fait, moi, de ça, ben, je ne sais pas trop en parler. Alors, c'était pas... Non, mais j'avais une idée derrière la tête, et je t'en parle maintenant puisqu'on relance ça, parce que je me dis on pourrait aussi finir dessus. Est-ce que justement par tous ces biais de labellisation, en fait, il n'y a pas justement des puissances comme ça de concentration des pouvoirs et de la culture dans très 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 peu d'endroits, et que c'est précisément contre ça qu'il faut lutter? C'est ça que je me demandais en fait.
Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des majors qui dévorent tout et puis en fait laissent plus un terrain vivant, un vrai terrain vivant? Et c'est ça que fait une métropole en France. Hein. Tout repasse par Paris, tout est concentré là-bas. Les Américains vont beaucoup plus loin. Los Angeles, à 300 km autour, il n'y a plus d'eau. On vide les fermes, on vide les cours d'eau, on vire tout pour qu'une espèce de truc débile au milieu du désert puisse exister. Et que justement, je me disais, par analogie, est-ce que justement il ne faudrait pas redonner, réempuissanter des tout petits labels, des tout petits endroits, des tout petits artistes, parce que rien n'est petit en fait. Et c'était cette analogie sur laquelle je voulais travailler. C'était pas pour qu'on parle de Faburel à coûte que coûte. Je pense que sur la question de la culture et de la musique particulièrement, parce que c'est un médium hyper puissant, la musique. On est sur une forme, elle est partout aujourd'hui, du centre commercial, à tes écouteurs, pour créer ta bulle. Elle fait partie de nos identités. On est coincé, quoi. On est coincé d'un côté par une puissante industrie de l'entertainment, avec une industrie du coup qui est tenue aujourd'hui avec des phénomènes de concentration par 3 grandes majors. Hein. On appelle ça des majors, ça fait bien. Ils ont trouvé ce mot pour dire que c'est pas 3 entreprises du CAC 40 avec des multinationales, parce que ça ferait moins bien de dire j'ai tellement envie, je viens d'être signé avec une multinationale qui appartient au CAC 40. Il y a ce côté, non, en major, ça fait mieux. Que sont du coup Universal, BMG et Sony, et qui se partagent à eux seuls entre 70-85% des revenus de la musique, ça dépend des endroits, et avec une manière de coloniser finalement nos rêves et à partir de figures qui sont incroyables, parce qu'attention, hein, pour être Britney, Taylor Swift ou Diams, il faut en vouloir, quoi, et il faut avoir un certain talent, évidemment, mais dans la manière de nous irriguer, d'inonder et de starifier, on a quand même aussi un phénomène où aujourd'hui c'est plus des groupes. Les Beatles, c'est un nom de groupe. Là, on est aujourd'hui à un état où c'est des individus en fait qui sont portés au nu de l'industrie. Et de l'autre côté, en France en tout cas, une culture publique qu'on pourrait penser être une vraie alternative aux industries musicales, mais qui est hyper classiste. C'est ça le souci, quoi. C'est que du coup, on est sur une musique, une structuration, une légitimité d'une culture, d'une culture légitime qui n'inclut pas assez les cultures populaires. Et entre ces deux voies, je dirais l'industrie d'un côté et la culture publique, opéra et compagnie de l'autre. Est-ce qu'il y a une troisième voie? Est-ce qu'il y a une troisième voie de culture et de possibilités de faire exister des cultures et des expressions fragmentées, imparfaites, singulières, et à cet endroit-là, malgré tout, en ville et à la campagne aussi, mais en tout cas, dans tous ces endroits fragmentés, ils existent aussi, quoi. Avec des précarités énormes. Ah bah, de toute façon... Oui, ce serait bien ça. C'est la question, abandonner cette démarche néolibérale de la culture, ce serait de dire on réempuissante tout un tas de tissus qui produisent de la culture. Parce que tu parlais de Richard Montségu, il vient de quelque part, tous ses copains viennent de quelque part, et énormément d'artistes viennent forcément de réseaux, d'échanges, de rencontres, mais il faut du temps, ne serait-ce que pour produire, il faut du temps, il faut du matériel, il faut des réseaux, et que de toute évidence, on ne va pas vers là. On ne va pas vers là. Après, je pense évidemment à l'UFISC, l'UFISC qui est l'Union fédérale des structures d'intervention culturelle, tu vois, qui est une association dont je suis membre, et qui regroupe en fait 16 fédérations qui vont des arts de la rue en passant par les musiques actuelles, et qui défendent finalement ce tiers secteur, c'est-à-dire ni public ni privé, qui a quand même besoin de ressources, et qui dit que dans ce tiers secteur, à l'endroit de ces intersections-là, il y a quelque chose qui est précieux pour le lien social, qui est précieux pour
développer des imaginaires, qui est précieux pour créer une culture de proximité, mais qui se revendique aussi de grandes idées, enfin tu vois, voilà. Et que ce tiers secteur, il est hyper en danger, quoi. Et c'est aussi une difficulté, je trouve, aujourd'hui, c'est-à-dire que quand tu es en dehors de l'industrie ou que tu ne corresponds pas à ces modes, bah, tu as une myriade comment dire, de petites structures, ce que je développe un peu là dans la conf, donc c'était question de l'oligopole à frange, du coup avec une structure de marché où il y a très peu d'offreurs, donc, et puis une frange, mais en fait c'est la bataille dans cette frange pour capter un peu de valeur, et en fait on est dans un, comment dire, il y a une forme de concurrence qui est hyper violente dans la frange, pour pouvoir survivre, pour pouvoir, et donc comment tu passes des logiques de concurrence à des logiques de coopération dans ton secteur, sachant qu'à chaque fois, comment dire, quand tu précarises un secteur, il va pas mieux en fait. Tu vois, j'écoutais Didier Ribon et Geoffroy de la Gannerie il y a pas très longtemps qui disait que la gauche n'avait jamais été intelligente, brillante dans des moments de rétractation en fait, et que et des moments de droitisation extrême de la pensée. C'est pas les moments où justement elle est la plus prolixe, inventive. J'ai pas déjà dire généreuse, la gauche, jamais des guillemets partout. Les gauches alors. On ne sait pas de quoi on parle. Oui, enfin les gauches, ouais, c'est compliqué, c'est très compliqué, oui. Absolument. En tout cas, une pensée intellectuelle, on va dire, une pensée, pas forcément, je ne sais pas si c'est le bon mot, une pensée construite et étayée, qui pense en dehors de rails qui sont, alors j'ose le dire, tu vois, et c'est un mot qui est très compliqué pour moi encore à utiliser, qui est le capitalisme. Tu vois, parce qu'en fait, c'est tellement un gros mot si tu commences à parler de capitalisme, qui t'exclut de plein de relations sociales, qui te renvoie à un endroit. Là, oui, mais je pense aussi aux gens qui vont regarder, quoi. Tu veux dire, c'est. Les secouer un peu aussi, à droite. Voilà, avec Non, mais la gauche dont tu parles, elle se heurte à ce néolibéralisme. Ouais. Et on voit bien qu'il y a une partie de la gauche, plus PS, qui dit bon, on peut le garder, puis faire un peu avec, et puis il y a des gauches plus radicales qui disent bon, de toute façon, on ne pourra rien construire avec ça, et que c'est toute la question. Est-ce qu'on pourra modifier le néolibéralisme, l'amender pour qu'il devienne plus humain, ou est-ce qu'à un moment donné, non, il faut juste abandonner la fiction? Et c'est l'éternelle question. Ouais, et puis il y a abandonner le système, et puis il y a, alors je sais plus qui l'a dit, mais il y a le problème que il y a le capitalisme en soi, mais le problème c'est le capitalisme en moi, quoi. Comment je sors de réflexes, de logique de concurrence, de classement, de racisme intégré, de classisme intégré, c'est-à-dire de trouver que vu son look à la personne et la manière et les mots qu'il utilise, de pas arriver à entendre le fond de la pensée qui est développée. Il y a aussi tout ce qu'on intègre de ces codes et qui est, on parle beaucoup de se déconstruire pour le patriarcat, mais nous les femmes aussi, on doit, c'est du déterminisme et c'est compliqué. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que bon, voilà, enfin, suffit que tes parents te fassent écouter Sardou quand t'es jeune. Je parle pour ma génération, pas la tienne. Hein. Non, mais c'est évident. Instantanément, on sait ce que c'est qu'un buana. Voilà. Le gibier manque et les femmes sont rares. Bon, on raconte quelque chose aux enfants. Ils ont bien compris qu'il y a quelque chose qui est comme ça, en fait, évidemment. Et puis toutes les revues, enfin, voilà, toute cette image de la femme, cette image de ces populations qui ne sont pas tout à fait aussi blanches que nous, etc. Et bon, même si on ne l'est pas intellectuellement, malgré tout, les images sont là, les discours sont là, et les positionnements sont là. Voilà, on va si les gens qui voyagent dans des centres hôteliers un peu haut de gamme à travers le monde, en Philippines ou ailleurs, bon, évidemment, toutes les femmes de ménage parlent anglais, enfin, baragouinent de l'anglais parce qu'elles sont philippines, parce qu'elles sont pakistanaises, et ça raconte bien quelque chose à un enfant. Même si, voilà, on leur raconte en permanence qu'il y a quand même des hommes et des sous-hommes, il y en a qui sont moins bien que d'autres, il y en a, etc. Et il faut se départir de ça, parce que je pense que si un enfant lui explique bien dès le départ, il pige. Hein. C'est pas, voilà, faut juste bien lui expliquer, et que c'est un inconscient. Il y a quand même un inconscient colonial qui est très très fort chez nous. Et évidemment, on doit lutter contre ça toute sa vie. Je pense que toute sa vie, de toute façon, et on n'y arrive jamais complètement. C'est complètement
Et on est vraiment dans un contexte terrible actuellement. Enfin, je pense que c'est comment dire, ce qu'on nous apprend de juger sur des apparences, sur la manière dont tu es fringué, si tu portes le voile, portes pas le voile, la manière, ta couleur de peau, etc. Comment dire, c'est à ne plus reconnaître le monde, quoi. Parce que, en fait, cette question de l'interculturalité, c'est-à-dire de faire avec des gens qui ne nous ressemblent pas, d'avoir des positions qui ne nous ressemblent pas, et de préserver une capacité de dialogue, c'est une urgence vitale, en fait. On fait le contraire, parce que je pense que justement ce néolibéralisme est en crise. Il a perdu. Je pense qu'il a perdu au moins le narratif, plus personne n'y croit intellectuellement. On ne croit pas que ça va sauver l'humanité. On sait très bien, enfin le GIEC, enfin tout le monde le dit qu'à 50 ans ça va devenir extrêmement difficile, et que son réflexe pour le moment, on le voit bien avec Trump, c'est quand même de se radicaliser. Et que le fascisme est quand même globalement assez compatible avec le néolibéralisme quand il est en crise, et qu'effectivement on est aujourd'hui dans cette posture-là. Et on n'intègre plus rien, en fait. On n'est plus que... Trump, c'est ça. C'est un petit monde occidental blanc géré par des hommes exclusivement qui va apporter les réponses qui nous manquent. Et que c'est terrifiant, évidemment. Et que on essaye tous de combattre ça comme on peut. Et je suis content que tu sois là, parce que je crois que t'es assez pas pareil pour être crédible aussi. C'est plus difficile pour moi, qui suis un mâle blanc, d'expliquer la vie. Mais pour moi, tu vois, ces assignations identitaires, elles sont un problème pour tous, quoi. Bien sûr. Et elles sont un problème aussi dans l'alternative. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être un mâle blanc pour être un connard. Oui, je te remercie. Et il ne suffit pas d'être une femme racisée pour être quelqu'un d'exceptionnel. Mais évidemment. Alors, comment dire, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas du même... ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas la même expérience du monde social. On n'a pas la même expérience. En fait, quand t'es... Par exemple, je trouve des éléments dont on parle pas assez, c'est... je pense que les gens beaux, ils ont une expérience du monde qui est vraiment très différente. Tu vois, qu'aujourd'hui, c'est une valeur et la manière dont on te regarde avec un préjugé positif, en fait, elle est énorme, en fait. Et du coup, la violence du monde, tu vas pas du tout la recevoir de la même manière en fonction de la tronche que tu as, en fonction de la corpulence que tu as, en fonction de... Hein ? Bégodeau parle de l'érotisme de classe. Ah oui ? Mais je trouve qu'il Il en dit quoi ? Mais c'est ça, en fait. Voilà, ton aspect trahit forcément ton appartenance sociale, tes origines, tout ça, et que ça raconte une histoire qui est forte et qu'un érotisme de classe, c'est-à-dire on se plaît entre gens. Il y a un entre-gens, justement, entre gens compatibles. Et oui, mais ce que je veux dire, c'est que même dans l'alternative, j'ai assisté à des situations, des débats, etc., où j'étais simplement observatrice, mais je parle plutôt aux gens qui sont, tu vois, qui se définissent comme alternatifs. Essayons d'écouter le contenu, quoi. Essayons d'écouter le contenu de ce qui est dit pour trouver... Alors ça fait... Moi, tu vois, je suis hyper gênée de dire ça, parce que je me dis, ouais, elle est en train de nous... elle est en train de nous protéger les mâles blancs dominants. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est que cette assignation identitaire, d'être basée sur les apparences, on se fait avoir aussi dans le secteur, dans des endroits du monde qui sont politisés et alternatifs, quoi. Et que du coup, j'en reviens sur le fait qu'il faut aussi qu'on se déconstruise tous de ces logiques de concurrence, de ces logiques de préjugés trop rapides, quoi. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. À ta place, il y avait la semaine dernière Brahim Zenaf, donc qui est algérien, qui tient une grosse association qui est Le Grain, et notamment il fait remonter la mémoire de tous ces soldats africains
qui sont morts pour nous, hein, ou qui ont souffert pour nous, avec toute la difficulté, notamment pendant la guerre d'Algérie. On fait quoi? On est des soldats français, mais bon, enfin, voilà, c'est difficile. Et il expliquait que il a rencontré, lui, dans sa vie, bon, il est français, mais bon, évidemment, très touché par le sort des Algériens. En fait, il dit beaucoup de ces populations, une fois qu'elles sont assimilées en France, appartiennent inconsciemment à la suprématie blanche. Et ils ont énormément de mal avec tous ces migrants qui, eux, ne le sont pas assimilés encore. Et il dit il y a une vraie violence. Il les déteste violemment. Alors que tu dis, a priori, vous êtes juste les mêmes, en fait. C'est juste à une génération près, vous êtes les mêmes. Et ouais, la peur du déclassement. Hein. Ouais, c'est très peur. C'est très fort. Ça. Carrément. Et donc, c'est pour ça que, voilà, je suis content de t'avoir reçu ici avec toutes tes différences, ton honnêteté, ta capacité à dire que, ben oui, l'incompris est des deux côtés, et partout, et tout le temps, et que bon, et l'ennemi quand même de fond, je pense qu'on est d'accord, si on ne veut pas le dire quand même, c'est quand même ce capitalisme excessif, ce capitalisme totalement débridé qui nous contraint à tous vivre de la même façon, avoir tous les mêmes téléologies, la même façon d'imaginer un avenir, et que précisément il va falloir qu'on rende ça beaucoup plus complexe et beaucoup plus juste et beaucoup plus proche de l'intimité des êtres, en fait. Je pense que c'est là que, probablement, il me semble, la France, l'Europe peut se différencier de cette pensée américaine autour de ces grands personnages comme Trump, ou cette pensée plus chinoise, où l'État devient une espèce de monstre qui contrôle tout le monde. Je pense que l'Europe a toujours voulu défendre l'intimité des êtres, leur conscience, et que ça demande... enfin, il va falloir se battre, là. Oui, et puis comment dire, je pense qu'il y a une issue dans les relations interpersonnelles. Oui. Voilà. Et que mais il faut les défendre quand même, et on ne le fait pas. Tout à fait. Mais voilà, une issue dans le fait de nos identités sont complexes. Ce discours simpliste d'appeler à être chacun et chacune. En fait, je trouve que dans le processus de politisation, moi, comme je l'ai vécu, j'étais très méfiante d'incarner et de parler, d'avoir la légitimité de prendre la parole sur le patriarcat parce que tu es une femme, d'avoir la légitimité de prendre la parole sur les questions racistes parce que tu es arabe. Et ce qui fait que, moi, par exemple, le fait de ne pas être complètement arabe, tu vois, d'avoir du coup, en plus, une famille métisse à la fois d'un point de vue de la classe sociale, d'un point de vue de la religion, puisque du coup, juifs et musulmans, et d'un point de vue des origines, comment dire, des nord et sud, quoi, parce que ça fait aussi, comment dire, Pologne et Algérie, on n'est pas sur les mêmes cultures. Il y a un endroit de culture du nord, un endroit de Méditerranée qui, voilà. Moi, ça marche pas, ça. Ça marche pas, et je sens bien qu'à des moments, on me trouve un peu béni oui, un peu molle, tu vois. Mais je pense que finalement, la question de la réconciliation et de la paix, en fait, c'est un message qui est valable. C'est un message qui comment dire, c'est une idée qui a le droit d'exister et qui est radicale, en fait, aujourd'hui. Et voilà, je serais radicalement pour le dialogue. Tu vois. On ne survivra pas dans les décennies qui arrivent sans le Sud global. De toute façon, il va devenir beaucoup plus fort que nous, sans les BRICS, sans de toute façon s'interroger globalement tous, se dire comment on fait pour vivre ensemble. Parce que là, la planète est à genoux, si on continue, on va la détruire. Et que sans justement des personnes capables de dire non, mais voilà, il ne faut plus être aligné sur personne, et capable d'accepter tout le monde et de recueillir tout le monde, essayer de voir comment on peut construire sans a priori un nouveau monde, parce que c'est comme là vraiment un nouveau monde qu'il va falloir construire. On a intégré dans nos manières réflexes, je pense, de réfléchir, de voir les différences entre les gens. Et je pense que se faire acte d'interculturalité, d'intersectionnalité, c'est de comprendre qu'une parole située, spécifique, elle peut me ressembler alors que nous n'avons pas la même histoire, quoi. Ou en tout cas, et de faire ce boulot d'identification mentale, de vouloir comprendre sincèrement même un meilleur pote de droite
Il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. Pour être en fait juste dans la contradiction. Ça ne veut pas dire être aligné, et puis faire la différence entre ses ennemis. Moi, j'étais aussi énervée, je pense pendant longtemps, par un personnage politique médiatique et une personne que je croisais dans la rue qui reprenait ses idées. Et en fait, quand même, ils sont pas sur les mêmes positions, en fait. Sa vie quotidienne ressemble pas aux politiques, tu vois. Et du coup, de se dire, en fait, ils ont pas tout à fait le même pouvoir. C'est un vrai problème, il n'y a pas de problème. Mais à cet endroit-là, discutons-en. C'est pas le même ennemi, en fait. Et de pas monter, et de, comment dire, de pas... alors que le monde est quand même dur et il affecte, comment on appelle ça, il affaiblit, d'arriver à garder du discernement sur le fait que parfois c'est juste un con, c'est pas grave, c'est un peu moins grave. On va y arriver, tu crois? Je m'en fous. Tu t'en fous? Je m'en fous si on y arrive ou pas, de toute façon on est là. Être vivant, arriver à s'approprier sa propre vie. L'objectif, l'idée, c'est de contribuer à ce qu'on résiste, à ce qu'il y ait une forme d'espace un tout petit peu plus large, respirable, avec une conscience aiguë que, comment dire, moi, je me retrouve très chanceuse, en fait, tu vois, de pouvoir, de se rappeler les chances qu'on a aussi. Et je trouve que ça fait beaucoup d'humilité de voir que la lutte dans l'histoire, tu vois, on n'y arrive jamais, en fait. Les gens qui proposent une autre voie, ça fait vraiment des centaines et des centaines d'années, ils n'y arrivent pas. Mais N'empêche, célébrons nos victoires, quoi. Célébrons des choses qui existent. Et c'est vrai qu'on est dans une dynamique de préservation. On est dans une dynamique de recul des droits, des libertés. On est carrément dans une dynamique de recul. Moi, je pense que j'ai de la chance. Je fais de la chance, j'avais pas 20 ans en 68, quoi. Donc je suis... la génération qui est née là de baby boomers, c'est terrible de vieillir dans ces conditions, c'est terrible de trouver que le monde va plus mal que quand on était jeune, c'est vrai, quoi. Et du coup il y a un vrai, cette génération là, elle doit faire un effort pour comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être, pour les plus jeunes, d'être dans une période hyper réactionnaire et pessimiste. Je pense qu'il y a un jeu de dialogue intergénérationnel à cet endroit-là. Mais est-ce que le but, c'est d'y arriver? Franchement, c'est un mauvais but, quoi. Le but, c'est juste d'arriver à faire exister des espaces ponctuels, en soi, avec les autres, où on peut se retrouver et de limiter la progression de ces idées qui sont délétères, quoi, et qui nous affaiblissent. Voilà. Sarah, merci à toi. Merci. Et j'espère à une autre fois. Avec plaisir.